Bonjour Marc, bonjour Mohamed, bonjour et Bonjour. bienvenue à tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde d'être parmi nous aujourd'hui et je vous remercie pour vos inscriptions. Je me présente, je suis Farah Payer, la responsable marketing chez Inoctus France et je suis très ravie de modérer ce webinaire autour du New Space et du PLM. Donc, pour commencer, je vais mettre en avant quelques petits points. Ce webinaire est enregistré et le replay sera disponible après. Vous trouverez en pièce jointe quelques documents en PDF qui vous aideront à comprendre mieux le PLM, savoir plus sur Windchill. Alors, vous ne pouvez pas activer vos micros, malheureusement, mais par contre, vous pouvez écrire des messages ou poser des questions dans la barre en haut, là où il y a les questions. Et nous répondrons à ces questions-là à la fin du webinaire si on a le temps pour le Q&A. Sinon, on vous contactera directement pour les réponses. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour présenter, nous avons Monsieur Mohamed Enassiri, le dirigeant de notre entreprise Inoctus France. Et nous avons aussi Monsieur Marc Jugari, le représentant de l'Aerospace Valley. Merci pour votre participation. Et on va commencer par la présentation de l'Aerospace Valley, la vision macro du secteur spatial et du New Space. On va parler un peu du positionnement et le rôle de l'Aerospace Valley dans le spatial, l'état des lieux et les tendances du New Space, les attentes et les besoins émergents du secteur. Mohamed va nous parler du rôle du PLM dans l'ingénierie spatiale moderne et dans les projets spatiaux. Et après, on finira aussi par un retour d'expérience, une vidéo de l'un de nos clients du secteur. Donc, on peut, Monsieur Marc, vous pouvez commencer si vous voulez. Bonjour à tous déjà. Marc Gugary, je me présente rapidement. Je fais partie de l'équipe espace du pôle d'innovation Aerospace Valley, basé à Toulouse, Bordeaux, Montpellier. Moi, je suis détaché Airbus DS dans ce pôle. Voilà. Et donc, j'ai une expérience de près de 30 ans dans le spatial et l'aéronautique. Si vous passez à la planche suivante. Donc rapidement, le secteur aérospace en France. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a 3 pôles d'innovation en France, Aztec en région parisienne, SAFE en région PACA et donc Aerospace Valley qui couvre la région Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie. Ça représente 188 000 ou à peu près 190 000 employés en France. Et le secteur espace représente à peu près 9% de l'ensemble de l'activité en termes d'employés. Voilà. Aerospace Valley, pour faire simple aujourd'hui, c'est un pôle d'innovation, c'est le plus grand de France et quasiment un des plus grands d'Europe. Aujourd'hui, on a environ 850 à 860 membres, principalement des entreprises de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, mais pas que, puisqu'on a un quota entre 15 et 25% d'entreprises hors de ces deux régions qui souhaitent rejoindre le pôle et participer aux activités proposées par le pôle et profiter du réseau. Donc notre activité aujourd'hui, c'est un pôle de compétitivité, comme vous pouvez le voir, et on a 3 axes, 3 secteurs stratégiques, l'aéronautique, les drones et l'espace. Autour de ces 3 axes, on a ce qu'on appelle des écosystèmes d'excellence. Après, la cinématique va un peu changer, mais aujourd'hui, on est encore sur ça. Et donc, on a 5 pôles qui sont usines du futur, les matériaux et les procédés, tout ce qui est système embarqué, la propulsion et tout ce qui est software et principalement intelligence artificielle. Voilà. Et on a en parallèle 3 activités qui sont un lien fort avec la défense, notamment avec le CDE, le LISA, la DGA et voilà principalement. On a aussi une activité forte liée à l'environnement avec une bannière spécifique qui regroupe des entreprises orientées environnement
et donc une activité liée à développement des compétences. Voilà. Donc rapidement, l'écosystème, on a à peu près 600 SMEs. Dans ces 600, on a inclus aussi l'ensemble des acteurs liés aux startups. On a plus de 50 groupes qui sont associés au pôle, plus d'une trentaine de laboratoires de recherche et plus d'une vingtaine d'organisations de formation, que ce soit universitaire, mais pas que. Alors, si je me focalise sur la partie purement spatiale, donc sur les 860 membres identifiés, il y en a à peu près 465 qui ont une activité espace. Parmi ces 465, il y en a 165 qui sont des purs acteurs du spatial, qui regroupent, on va dire, l'ensemble de la chaîne de valeur du spatial, partant des composants, des équipements, des produits liés au traitement de surface, tout ce qui est test, ingénierie, segment sol, infrastructure espace et tout ce qui est traitement de la donnée spatiale et toutes les applications liées à ces données. Voilà. Donc, comme vous le voyez, on a quand même un grand nombre d'acteurs de SME. On a à peu près sur l'ensemble du scope plus de 80 startups et une quinzaine de grands groupes qui travaillent sur l'espace. Le reste étant des académies, donc des universités comme Supélec, l'ENAC, et des laboratoires qui peuvent être l'ONERA, l'IRT, le CNRS, le CEA. Voilà. Et la majorité des acteurs sont quand même liés au monde industriel. Alors là, je vous ai mis un peu un panel de nos membres. Donc aujourd'hui, nos membres sont regroupés suivant 5 grands pôles qui sont les composants, les équipements spatiaux, les infrastructures et la propulsion, les applications de data et on a un pôle un peu partout et tout ce qui est grand segment avec 2 satellites qui sont liés à des applications spécifiques qui sont les ballons stratosphériques et les plateformes digitales avec une entreprise qui s'appelle Ride qui est un peu le Airbnb du monde du spatial. Voilà. Donc parmi cette photo, vous avez des grands acteurs, des primes, des SME, et vous avez évidemment un certain nombre de startups qui ont rejoint, on va dire, l'activité du pôle ces 5 à 10 dernières années. Voilà. Alors, si je me focalise un peu plus sur les startups, au niveau du pôle, on a plusieurs schémas et plusieurs systèmes d'accompagnement, on va dire. Donc, on a en interne un incubateur qui s'appelle District, qui regroupe un certain nombre d'entreprises afin de les aider à se développer. Donc, on a un lien très, très étroit avec les startups. Vous avez plus ou moins une liste d'entreprises, de startups qui sont passées dans les mains du district, qui sont pour certaines qui sont sorties, on va dire, du périmètre et de la terminaison start-up en devenant des SME, donc des entreprises comme YouSpace, des entreprises comme Grand Segment sont des acteurs qui sont passés chez nous et qui maintenant vivent leur propre vie avec succès. Et on en a aujourd'hui quand même quelques-unes qui restent dans le district pour continuer à se développer. On leur apporte un support logistique, un support de réseau et de networking principalement. Voilà. Alors, notre rôle principal, c'est la force de frappe de notre réseau. Aujourd'hui, avec les 850 ou 860 membres, on a aujourd'hui la capacité, notamment pour les startups, de leur proposer du networking et un réseau suffisamment large
couvrant l'ensemble du spectre des activités espace, donc pour qu'elles puissent se développer dans des conditions qui soient optimum. Et pour ça, donc on organise soit des meetings, soit des conférences. Donc on a quand même des événements, plus d'une trentaine d'événements par an, événements majeurs, sachant qu'on met en place aussi des webinars sur des thématiques spécifiques. Le point qui est très important pour les startups, c'est toute la partie funding. Donc on les aide à monter leur dossier. Principalement pour leur permettre de pitcher devant les instances décisionnaires, que ce soit locales, que ce soit nationales ou que ce soit européennes. Et on a aussi la possibilité de les labelliser, ce qui leur permet de multiplier par deux leur possibilité de gagner des budgets. Bon, après, on a une activité dédiée sur le marketing export avec deux bannières. Bannière Scale qui s'occupe de l'environnement et New Space Factory qui est un ensemble d'entreprises divers couvrant l'ensemble la valeur de la chaîne de valeur du spatial et qui ont l'objectif on va dire, de chasser en meute à l'export. Voilà. Alors, juste un point donc sur la partie financement. Donc, on a un processus d'accompagnement avec un, un forum qui s'appelle le ComLab. Donc, comme vous voyez, sur 2024, on a accompagné plus de 40 projets, dont 29 qui sont des purs projets espace pour une valeur de 150 millions d'aides. Bon, là, depuis le début de l'année, on en a accompagné plus de 13 et donc plus de 10 qui sont des projets espace. Donc, vous voyez un peu la répartition, le soutien, labellisation. Donc, globalement, quand on labellise des acteurs, souvent ils sont quand même majoritairement lauréats de budget. Et donc, on a des Comlab tous les mois. Et donc, on passe a priori environ 2 à 3 projets dédiés espace par session. Et donc, si je prends en compte les activités liées aux incubateurs et au processus d'accompagnement de financement comme Lab, euh, parmi les constats qu'on peut avoir, un des constats, notamment vis-à-vis des startups, c'est la difficulté que peuvent avoir les startups à anticiper le basculement d'un mode financement subventionné à un mode financement autonome, notamment avec soit une absence de business plan, soit un business plan qui n'est pas suffisamment robuste pour pouvoir pérenniser l'activité. Et en tout cas, dans le processus de Comlab, c'est un des points qu'on fait remonter quasiment systématiquement, sauf à de rares cas d'exception, et qui aujourd'hui reste une problématique pour les startups. Ce point de basculement qui reste extrêmement critique et qui aujourd'hui met en difficulté de nombreuses startups, en tout cas chez nous. Leur produit peut être viable, leur technologie peut être sécure. Par contre, le basculement à un mode un peu un business, aujourd'hui fait parfois défaut et pose relativement des problématiques. Et donc, ce qui est un peu l'objet du webinaire d'aujourd'hui, c'est que les startups aujourd'hui ont la capacité, en tout cas la possibilité, d'accéder à des outils qui pourraient relativement tôt dans leur processus penser et les aider à anticiper ce point de basculement afin qu'ils puissent éventuellement rapidement sécuriser leur futur avec des outils et un business plan qui soit robuste.
Donc, et parmi ces outils, effectivement, on a la PLM avec un certain nombre d'outils que Mohamed va vous présenter dans la foulée. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gugari. Comme déjà évoqué par Monsieur Marc Gugari, nous avons des solutions comme le PLM qui révolutionne aujourd'hui le secteur industriel. Et c'est pour cela que Mohamed va nous expliquer un peu plus sur le PLM. Merci Farah et merci Marc pour la transition. Je me présente rapidement. Moi, Mohamed Enassiri, je suis le dirigeant d'Inoptus France, qui est la filiale française d'une société et d'un partenaire historique de PTC, basé en Belgique. On a démarré les activités en France il y a un peu plus de 2 ans et on s'est fait une spécialité d'accompagner les PME, PMI et aussi les startups sur leurs projets de transformation numérique et notamment plus sur la partie liée au processus de développement du produit. Alors pourquoi le New Space, c'est que aujourd'hui on trouve que les sociétés du New Space ont une chance à saisir parce que c'est des sociétés qui sont en pleine organisation, en pleine mutation et elles peuvent d'ores et déjà tirer parti, comme l'a expliqué Marc, tirer parti de ces outils-là qui ont plus de 30 ans et qui ont une maturité fonctionnelle et technique très très aboutie, puisqu'elles ont été supportées depuis le départ, il y a plus de 30 ans, par des grands groupes industriels qui les ont adoptés très tôt et qui ont dépensé beaucoup d'argent pour que les différents éditeurs puissent les doter de fonctionnalités pour permettre aux industriels d'atteindre l'excellence opérationnelle. Voilà. Donc nous, on est sur les technologies PTC. C'est un PLM qui s'appelle Windshield et qui aujourd'hui est leader sur le marché, sur tout ce qui concerne les activités aerospace and defense. Et le but de ma présentation, c'est d'expliquer ce que c'est que le PLM pour les gens qui en ont entendu parler, et puis d'expliquer pourquoi se doter d'un PLM très tôt peut créer, peut générer de la valeur et peut aider à passer certains caps qui peuvent être compliqués à passer, notamment pour des startups. Le slide suivant. Alors, ma présentation, elle est bâtie de manière à ce que on va survoler certains éléments et puis on va plonger petit à petit dans le détail. Vous avez tous entendu parler de cycle de vie du produit. Là, il est représenté de manière très très macro. Et vous voyez que le PLM pour Product Lifecycle Management est un peu le concentrateur entre un produit qui va avoir une vie numérique, qui va être dans des outils que vous utilisez tous, puisque toutes les sociétés aujourd'hui ont arrêté la planche à dessin et utilisent des solutions de CAO quelles qu'elles soient. Donc ce produit va vivre, il va passer de l'état digital à un produit physique, que ce soit un prototype, un produit de pré-série ou un produit qui va vivre sa vie série. Et ce produit, il va passer de système en système et vous voyez cette boucle vertueuse jusqu'à son démantèlement. Et puis la boucle est bouclée puisque le produit tel qu'il sera utilisé chez vos clients pourra servir aussi de retour d'expérience et de boucle retour pour que des améliorations soient faites et que des nouveaux produits puissent être conçus. Vous avez aussi une cartographie des principaux systèmes qui sont actifs aujourd'hui dans un système de développement produit. La partie ALM pour Application Lifecycle Management, qui sont des applications plutôt dédiées à gérer la partie système et la partie logicielle sur les produits. La partie CAO, j'ai pas besoin d'en parler, je pense que tout le monde connaît. Le PLM qui lui est un outil qui va se charger d'ordonnancer et puis de gérer toutes ces données techniques, d'où qu'elles viennent. Les ERP, toutes les sociétés aujourd'hui en ont, et les startups aussi. Généralement, quand elles commencent un système d'information, elles ont la partie CAO, elles ont l'ERP et généralement
Excel et SharePoint entre les deux. Le MES pour la partie fabrication et le CRM pour la relation client, et ce qu'on appelle le SLM pour Service Lifecycle Management pour tout ce qui est documentation technique et maintien en condition opérationnelle de vos produits. Alors, si on regarde principalement pour le New Space et notamment les petites sociétés, dans le New Space, c'est un secteur qui va vite. Donc, les demandes du marché aujourd'hui, il y a une certaine pression. Le New Space, par opposition au Old Space, se veut disruptif aussi, et puis essayer de pas faire parce que l'espace est une industrie quand même assez silotée et assez verticale, avec des gros acteurs. Le New Space aujourd'hui veut tirer parti de ces 4 grosses thématiques pour faire la différence aujourd'hui sur le marché. Vitesse, innover sur des produits qui n'existent pas aujourd'hui, et on se rend compte aujourd'hui que le logiciel commence à prendre une grosse part dans cette innovation et devient un moteur fort aujourd'hui avec des produits que l'on peut configurer par des adaptations logicielles ou qui permettent aujourd'hui de coller au mieux aux besoins des clients. La collaboration, c'est un écosystème de partenaires aujourd'hui plus que des sociétés qui veulent tout faire avec des produits de niche. Et quand on parle de spatial, on parle aussi de single point of failure avec des produits qui se doivent de respecter des normes très strictes et avoir une tolérance aux pannes la plus faible possible. Donc ça aussi, c'est un critère qui vient complexifier l'équation et qui peut donner du fil à retordre à des sociétés qui structurent mal ou qui ne pensent pas de manière holistique leur système de développement produit en amont. Il y a aussi les forces qui vont influer sur les organisations. Aujourd'hui, les sociétés du New Space, elles font face à des forces qu'on va appeler externes, qui sont liées à la concurrence, qui sont liées à la loi du marché et qui sont liées aussi à leur capacité de lever des fonds et d'obtenir des financements, et des forces internes. Qui dit force interne dit la mise en place d'organisations qui de facto vont être cloisonnées. Aujourd'hui, la plupart des sociétés à vocation industrielle, elles ont un bureau d'études, un bureau d'industrialisation méthode, la partie fabrication, et on voit notamment ces silos se créer avec des organisations qui prennent leurs propres outils et qui pensent pas forcément à la collaboration ou à la coopération. D'accord. Donc ça peut être aussi des freins. Et aujourd'hui, nous, on est là pour vous présenter une démarche un peu plus normée avec des outils qui sont transorganisation et qui permettent de faire ou de faciliter en tout cas le passage de l'information d'une structure à l'autre. D'accord. Et le meilleur outil pour pouvoir faire face à toutes ces forces qui peuvent venir vous faire échouer, c'est en partie la transformation numérique et comment mettre en place un système d'information produit qui soit capable de gérer vos besoins tels que vous les avez aujourd'hui, mais de vous accompagner aussi dans le futur sur toute la chaîne de valeur de vos produits, depuis la conception jusqu'à la fin du service. C'est ça le but. Aujourd'hui, ce que l'industrie du New Space doit faire, alors ça c'est quelque chose aussi qu'on voit dans l'industrie plus globalement, hors New Space. D'ailleurs, ce que je vais dire là ne s'applique pas qu'au New Space, mais c'est encore plus vrai pour les sociétés du New Space qui veulent aussi continuer à exister et puis être là dans quelques années. Accélération du R&D et de l'innovation. Aujourd'hui,
tous les sujets autour de l'intelligence artificielle, les politiques RSE, tout ça, ça implique aujourd'hui que la partie R&D doit toujours être au meilleur de l'état de l'art de ce qui se fait. La collaboration numérique aujourd'hui, nous, par expérience, on voit que ces discontinuités dans le processus de développement produit peuvent causer aussi beaucoup de retard, peuvent être un frein aussi à l'innovation, et d'avoir des outils qui fluidifient tout ça, c'est des gains de temps, c'est des time to market améliorés, c'est des capacités de collaboration accrues qui permettent aussi, c'est le point d'après, de gérer des produits de plus en plus complexes, et puis souvent des clients qui demandent à ce que les produits soient configurables. Et tout ça, c'est de la complexité à gérer en plus. Et on voit que notamment sur la gestion de configuration, Excel peut vite atteindre ses limites sur des produits un petit peu complexes. Donc, en fonction de l'état dans lequel vous êtes, accélérer la production aussi. La mise en production des produits, c'est un grand moment. Et pouvoir tenir les cadences de production, comme on peut le voir aujourd'hui avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique, où beaucoup d'acteurs aujourd'hui ont des problèmes parce qu'ils sont soit dans l'incapacité, soit ont des problèmes à produire plus tout en gardant un bon niveau de qualité. Les normes et les réglementations, j'y reviendrai pas dessus parce que c'est encore plus vrai dans l'industrie spatiale, et l'amélioration des produits par cette boucle retour, voir le produit comment il est utilisé, et pouvoir capitaliser sur ces retours d'expérience pour concevoir des produits toujours meilleurs. Donc nous, ce qu'on peut apporter, souvenez-vous là dans cette boucle infinie, j'avais commencé à positionner quelques outils. Donc en fonction des problématiques que vous avez, soit c'est sur la partie engineering, comment on accélère l'innovation aujourd'hui, le logiciel plus le matériel. Aujourd'hui, les applications Application Lifecycle Management plus les outils de PLM, quand ils travaillent de concert, ça permet notamment d'accélérer l'innovation, parce que vous allez pouvoir avoir dans votre système PLM une vue consolidée de votre produit, que ce soit sur la partie matérielle, que ce soit sur la partie logicielle, ou que ce soit sur la partie électronique. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de Windshield, c'est un des rares PLM qui soit cas diagnostique et qui soit capable de vous fournir une vue consolidée de votre produit en maquette numérique, quelle que soit la source de ces données CAO, qu'elles viennent d'une CAO électronique, sur la partie logicielle aussi, et agnostique au niveau des CAO mécaniques, que ce soit Creo bien évidemment, ou CATIA ou d'autres CAO. La fabrication, comment le PLM aujourd'hui peut s'intégrer avec les principaux ERP du marché et bien d'autres, et piloter aussi la partie fabrication via des MES, et sur la partie maintien en condition opérationnelle des produits, comment les outils SLM aujourd'hui qui peuvent être intégrés à un PLM peuvent permettre aujourd'hui de gérer cette partie documentation technique, où on n'envoie plus des liasses de documents papier aujourd'hui pour pouvoir configurer ou utiliser les produits, mais on préfère aujourd'hui les supports numériques, et l'intégration de ces deux systèmes permet aussi d'avoir une documentation technique toujours à jour, et qui est quelque part connectée à la partie ingénierie pour pouvoir répercuter les modifications lorsqu'il y en a. Alors, quand on parle de fil numérique, en fait, il y en a trois, mais nous, on va se concentrer sur celui qui est matérialisé par la boîte verte, qui est réellement l'ingénierie de produit. C'est le socle aujourd'hui qui permet aujourd'hui de déployer les autres fils,
que ce soit l'ingénierie de fabrication ou l'ingénierie de service, ou dans le cadre de l'ingénierie produit, on a ces 5 briques fonctionnelles aujourd'hui qui sont complètement matures et complètement intégrées. Et tout PLM aujourd'hui, quelque part digne de ce nom, doit pouvoir fournir pour avoir une conception de produit qui soit relativement fiable, qui réponde aux exigences du client ou aux exigences des différentes normes auxquelles il a j'ai perdu le mot en français, auquel il doit s'adapter de manière à ce que le produit qui sort de la chaîne soit le produit le plus abouti. D'accord. Et si je prends l'exemple typiquement du PLM aujourd'hui et comment il est positionné dans la chaîne de valeur, vous voyez sur la gauche de l'écran la partie CAO et comment la partie CAO est liée avec ce qu'on appelle l'IBOM, l'engineering BOM, qui est la nomenclature d'articles. Comment cette nomenclature d'articles, elle peut être gérée dans toute cette complexité avec de la gestion de configuration, de la gestion des modifications, de la gestion de plateformes pour pouvoir faire des produits configurables et des familles de produits. Et puis ensuite, comment le même outil peut vous accompagner. Alors ça, c'est des processus qui peuvent prendre aussi plusieurs années. C'est pas des déploiements Big Bang. C'est pour ça que j'insistais sur le fait que le fait de prendre le train en marche en étant une start-up et de déployer un socle très restreint qui pourrait se limiter à la connexion entre la CAD-BOM et l'IBOM, et quelques années après, pouvoir, sur le même socle technologique et sur le même outil, déployer un scope beaucoup plus large sur ce qu'on appelle IPLM ou Extended PLM, où là, on est capable d'adresser des problématiques liées à la fabrication avec une digitalisation complète des différentes nomenclatures, que ce soit la nomenclature de fabrication jusqu'à la nomenclature de service. D'accord. Donc tout ça, c'est le même outil qui est capable de vous accompagner au long cours sur toute la chaîne, de valeur. Alors je vais aller assez vite. Ce slide-là, c'est juste pour illustrer le passage d'un état à l'autre. Ce qu'on appelle couramment le PDM, c'est la gestion des données CAO et toute la documentation de définition du produit. Donc ça, c'est un état, c'est l'état minimal quand on déploie un PDM ou un PLM en mode PDM, c'est l'état minimal sur lequel un socle technologique sur lequel une société, même en étant une start-up, peut s'appuyer pour sécuriser son développement du produit, pour basculer ensuite d'une vision CAD-centrique vers une vision plutôt part-centrique avec le PLM, où là on parle plutôt de gestion de nomenclature et où l'article devient vraiment le centre du développement du produit, et ensuite plusieurs années avec la maturité commencer à déployer des fonctionnalités comme la fabrication, comme la gestion du sourcing, la gestion des exigences, la gestion des risques, la gestion de la qualité. Aujourd'hui, encore une fois, un outil comme Windchill est capable d'adresser toutes ces thématiques-là. Rapidement, le cas d'Anywaves, qui est une start-up aussi, qui nous a fait confiance. Alors, Anywaves, très vite, c'est un acteur toulousain spécialisé dans la fabrication d'antennes pour le spatial. Et c'est une société aujourd'hui qui nous a contactés et qui nous a fait confiance pour les accompagner sur le déploiement d'un outil de PLM. Alors, sans rentrer dans les détails, mais c'est une société aujourd'hui où les organisations étaient cloisonnées, et justement, on est en train de déployer pour eux Windchill pour faire sauter les verrous dont j'ai parlé précédemment. Et je vais laisser Nicolas Capet qui nous a fait, qui est le CEO d'Anywaves, qui nous a fait. Hello, I'm Nicolas Capet, founder and CEO of Anywaves, the space antenna makers.
From the very beginning, we have developed a new generation of antennas being perfectly suited for the new space markets and especially constellation of small satellites. We have also adopted the best level of quality because our products are critical on the satellite and are a unique point of failure. To that aim, we decided to digitalize at the maximum from the conception to the production and delivery the way we produce our antennas. Now we are moving a step forward, adopting a PLM product, Windshield, one of the best in the world, and we decided to adopt this solution because also Inoptus, our integrator partner, is highly experienced in how we can implement and make it extremely fluent in our process. Thanks to that, we are going to be faster, we are going to be stronger in the way we develop our product and also in the way we manage traceability and the evolution of the product during the serial life of them. Now we have a lot of challenges moving to even more complex antennas with significant bombs, electronics, etc., etc. Adopting this solution and having Inoptus as a partner is definitely going to be a key success factor for our implementation. Très bonne vidéo. Malheureusement, il y avait un petit décalage, mais en tout cas, vous la trouverez sur nos réseaux sociaux. Voilà, donc Anywaves qui devait être présent, mais qui malheureusement n'a pas pu venir, et Nicolas Capet a eu la gentillesse de nous faire ce petit témoignage en vidéo. Alors, juste pour clôturer sur une petite note d'humour, c'est qu'aujourd'hui, généralement, quand on arrive dans les sociétés, voilà, c'est un peu de manière très caricaturale, la manière de travailler aujourd'hui. Voilà. Donc nous, ce qu'on a proposé, et indépendamment de la taille des sociétés, nos plus petits clients ont un BE de 4 personnes. Voilà. Donc nous, on s'est fait une spécialité pour accompagner, y compris les très petites structures aujourd'hui, et pouvoir leur faire bénéficier d'outils aussi puissants et aussi pointus, avec des budgets complètement maîtrisés, justement pour éviter cette manière de travailler là. Merci beaucoup Mohamed. Merci Monsieur Marc Dugarry. Alors, on peut passer peut-être aux questions. Je vais faire juste très rapidement une petite conclusion de ce qu'on a reçu. On a des personnes qui demandent est-ce que les nouveaux industriels des secteurs aéronautique et défense sont concernés par les mêmes défis du New Space ou pas. On a aussi quels sont les modules PLM à déployer en priorité quand on est une start-up ou scale-up New Space. Et y a-t-il des standards spécifiques au spatial comme ECSS, ISO 14620, etc., que le PLM peut intégrer pour répondre aux exigences du secteur. Comme ça, j'ai fait une petite conclusion pour que Mohamed ou Monsieur Dugarry pouvaient répondre. Alors, est-ce que tu peux reprendre, parce que j'ai une mémoire de travail assez... Donc, il y a des questions sur est-ce que les standards spécifiques du spatial sont bien intégrés dans le PLM Windshield. Alors oui, la réponse est oui, et même plus globalement, si on prend le module de gestion des exigences, lui, il arrive avec des templates. Alors c'est des outils qui sont génériques aussi, ils arrivent avec des templates déjà tout faits pour que ce soit pour l'industrie automobile, pour le medical device aussi, qui a ses propres normes. Et l'aéronautique et le spatial ne dérogent pas à la règle, donc ils arrivent aussi avec des modules spécifiques dédiés pour ces industries-là. Il faut juste savoir qu'aujourd'hui, Windshield est le leader du marché dans l'aéronautique et le spatial, déployé chez tous les grands donneurs d'ordre qui apparaissaient dans la slide qu'a présenté Marc, sans donner de nom.
Ok. Très rapidement, est-ce que les nouveaux industriels et secteurs aéronautique et défense sont concernés par les mêmes défis du New Space? Alors, quand on parle de défi du New Space, c'est encore plus vrai pour le New Space, hein, parce que c'est des petites structures, hein, qui doivent marcher quelque part à pas forcer, hein, pour continuer d'exister. Mais les gros industriels aujourd'hui subissent exactement les mêmes pressions, hein, que ce soit qu'elles viennent d'outre-Atlantique. Hein, si je prends l'exemple aujourd'hui de nos gros players du spatial qui sont chahutés euh, par euh, par SpaceX, hein, pour pas les nommer. Hein. Voilà, donc c'est pas spécifique aux petites sociétés, les gros industriels aujourd'hui. Quand on discute avec eux, hein, ils ont les mêmes challenges aussi. Mon point sur les startups du New Space, c'était que contrairement à ces gros industriels, hein, qui existent depuis plusieurs dizaines d'années et qui ont été obligés de se déconstruire pour pouvoir adopter ces nouveaux produits, les startups du New Space, elles sont en pleine construction. Et l'idée, c'est de se construire directement avec ces outils du numérique de manière quelque part native, et ne pas avoir une organisation industrielle qui serait complètement décorrélée pour avoir à recasser ensuite dans quelques années pour pouvoir les adopter. Merci. Je Euh, confirme tout à fait ce qui a été dit. Ça couvre l'ensemble du scope, que ce soit des acteurs usuels du spatial et les acteurs du New Space sont bien évidemment dans la même trame. oui. Ben, merci pour la conclusion aussi. Il nous reste 3 minutes. Vous voulez faire une petite conclusion avant de finir? Il y a pas d'autres questions? Alors, les questions sont un peu les mêmes, mais s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter directement. Et voilà, généralement, c'est un peu les mêmes questions. J'ai une question. Comment intégrer efficacement les données issues de la simulation des tests et de l'exploitation phase opérationnelle dans une démarche PLM? Alors, si je me réfère aussi à une des questions qui avait été posée, c'était quoi? Quel est le socle minimal pour démarrer? Ça apparaissait dans un slide. Hein. Le PLM aujourd'hui peut fonctionner en mode PDM, hein, qui est plus purement gestion des données techniques, et les données de simulation en font complètement partie. D'accord? Donc, dans le produit, dans sa phase de définition, un PDM, donc un PLM utilisé en mode PDM, est tout à fait capable aujourd'hui de gérer 100% des données qui viennent définir un produit, que ce soit des spécifications, que ce soit des normes, que ce soit des documents de simulation ou que ce soit la maquette numérique à proprement dire, quels que soient les outils de CAO qui soient électroniques, électriques ou mécaniques. Donc les documents de la partie simulation en fait partie, et PTC aujourd'hui propose, hein, via ANSYS toute une suite de simulations aussi, et tout ça est intégré de manière native. Merci beaucoup. Ben, notre webinaire est terminé. J'espère qu'on a apporté des explications et des informations suffisantes et que ça a été intéressant pour tous nos participants. Si vous avez des questions plus personnalisées, n'hésitez pas à nous contacter directement pour être accompagné par l'un de nos experts ou pour des réponses sur mesure à vos projets. Je remercie tout le monde. Merci Mohamed, merci Marc et ben, à la prochaine. Au Merci. revoir. Merci. Au Bonne revoir. journée.